Henri Thomas, connaissiez-vous Antonin Artaud avant la guerre? Je le connaissais un peu par ses écrits, mais pas sa personne. À ce moment-là, non, je ne le connaissais presque pas. Vous savez, j'arrivais à Paris. Mais je l'ai connu à partir du moment où j'ai travaillé chez Gide, ou à mettre sa correspondance à l'abri, une immense correspondance où j'ai pu lire des lettres de Mallarmé. Eh bien, il y avait des livres d'Artaud avec des dédicaces foudroyantes. Il y avait une dédicace « Et que la peste l'emporte », c'était le théâtre à son double. Et puis, André Gide, à travers le givre de l'air. J'étais très frappé par ces écrits. C'était le Pesner et l'ombilique des limbes. Alors j'ai demandé à Paulhan, mais où est-il, Artaud? Il ne savait pas trop. Il m'a dit finalement, il est à l'hospice de Rodez. On peut le voir. Il m'a conseillé d'aller le voir. Et j'étais le voir dans l'hiver 1945. Un drôle de voyage d'ailleurs. Où je suis passé par Toulouse, je me suis fait arrêter par la police parce que j'avais un pantalon de l'armée américaine. C'était défendu de le racheter. Et puis, je suis arrivé à Rodez par une tempête de neige. Et alors l'hospice de Rodez, c'était quelque chose. J'ai cru passer dans un autre monde. C'était comme un petit couvent, locteux, un petit couvent avec des arcades, des petites arcades autour d'une cour déserte. Et puis un bruit de sabots. Et après, Artaud m'a dit, moi aussi j'ai mes sabots. Et puis il y avait un trou dans le plafond, dans la pièce où j'ai attendu. Puis il fallait que je demande l'autorisation du docteur Ferdière, lequel a beaucoup hésité parce qu'Artaud n'était pas sorti depuis 7 ans de l'asile. Finalement, il m'a dit, je vais appeler Artaud. Et Artaud est venu avec un manteau qui avait des représures blanches. Et la première chose qu'il m'a dit, comment je n'aurais pas l'air d'un fou avec ce manteau? C'est un cadeau des dames de Rodez. Dans son journal, Arthur Adamoff écrit « Marthe et moi décidons d'aller voir Antonin Artaud, oublié de tous, en traitement à l'asile de Rodez depuis le début de la guerre. Artaud, le visage traversé de tiques, ravagé, ridé, la bouche édentée. Il nous raconte sa vie, accuse le docteur Ferdière de le terrifier. Si vous n'êtes pas sage, monsieur Artaud, on va vous faire encore des électrochocs. Dans le train du retour, Marthe pleure, nous nous jurons, elle et moi, de sortir Artaud de Rodez. » D'abord, l'endroit était sinistre, plus sinistre peut-être même que la plupart des asiles départementaux qui n'étaient pas, vous savez, c'était en soi horrible. Et puis c'était tout de suite après la guerre. Il y avait encore très peu de nourriture, c'était vraiment encore le moment de 17. Là, vous pensez bien comment ces gens étaient nourris. Et puis, les patients qu'entourait Antonin Artaud, qu'il était au point. Et les seuls malades à côté de lui, c'était dans l'ensemble des goitreux des montagnes. C'était vraiment des débiles, c'était un spectacle absolument horrible de le voir parmi ces malheureux, avec lesquels il n'avait évidemment, pouvait avoir aucun contact. Il vivait dans un dortoir avec des bergers fous. Il y en avait un qui faisait toujours la même chose. Il faisait une petite église sur une planche qui tournait, qui était légèrement décentrée. Il la faisait tourner, c'est tout. Ça intéressait beaucoup Artaud et aussi le docteur Ferdière. Et Artaud commençait à faire des dessins à ce moment-là. Et le docteur Ferdière lui prenait les dessins. Il a pu avoir une collection des dessins. La personnalité du docteur Ferdière m'a paru étrange, dès l'abord. Il m'a mis en garde contre Artaud. Mais enfin, il avait un certain respect pour Artaud. J'étais frappé quand il m'en a parlé le premier jour, avec une espèce de respect terrifié. Quand je lui ai demandé, mais il a une chambre. Il avait dit, ah non, il n'a pas de chambre. Il ne veut plus de chambre. Il veut dormir au dortoir. Je dis, mais comment est-ce possible? Pourquoi? Ah ben, c'est parce que on le met dans une chambre quand il va avoir un électrochoc. Voilà. Bon, c'était clair.
En effet, il préférait dormir au dortoir, tellement il avait peur des électrochocs. Et il est certain que, qu'il l'ait voulu ou non, le docteur Ferrière avait fait de la menace d'électrochoc un instrument de coercition. C'était venu peu à peu, sans doute, comme ça, parce que il voyait qu'il n'obtenait pas les résultats qu'il voulait. C'est-à-dire que il était tenu en échec, là, par quelque chose qui lui dépassait, je suppose. Mais ça sont des suppositions que j'ai faites par moi, parce que dans les faits, c'est exactement ce que dit Adamov. Nous avons trouvé Antonin Artaud dans un état de délabrement physique et moral total. C'était véritablement une pitié. Il était là depuis 10 ans, faut pas l'oublier, 10 ans dans un asile de ce genre. Mais c'était quelque chose d'affreux, n'est-ce pas? Vraiment je ne veux pas dire les camps de concentration, parce qu'il ne subissait pas de sévices, mais pour le reste, c'était à peu près équivalent. C'est pourquoi il avait un tel mépris pour la médecine. Et puis, il avait peur de la petite boîte verte qui servait aux électrochocs. Car on lui a fait des dizaines d'électrochocs qui lèsent la mémoire. Il n'a pas pu me donner la liste de ses œuvres parce qu'il m'a dit « je n'ai plus de mémoire ». Et on continue à lui faire des électrochocs dont il avait horreur. Il a commencé son martyre à ce moment-là. C'est pas exagéré de dire que c'était un martyr. À vrai dire, Artaud n'aurait jamais dû être interné. Il aurait pu très bien vivre comme beaucoup de gens dont on dit qu'ils sont un peu étranges. Et il aurait bien très bien pu vivre et circuler. Et le seul problème, c'était qu'il n'avait pas d'argent. Et que c'est cela aussi qui empêchait sa sordide Rodez, parce que il avait été interné d'office. C'est d'une particularité administrative qui est telle que pour sortir un malade qui est interné d'office, il faut que le médecin dise qu'il peut vivre à l'extérieur, mais il faut aussi que la famille se charge de sa vie matérielle et assure qu'elle pourvoira sa vie matérielle. Alors Artaud n'avait pas de moyens d'existence, sauf les livres qu'il écrivait, et pendant 9 ans, il n'avait pas publié. Et autrefois, il y avait le cinéma et le théâtre. Le cinéma, il n'en était plus question, et le théâtre, à ce moment-là, il n'y pensait plus. Nous n'avions d'argent ni les uns ni les autres, et il n'était pas question de trouver comme ça sur le champ de quoi faire vivre Antonin Artaud largement, tranquillement, sans aucun souci matériel, et quand même à l'abri de tout ce qui aurait pu arriver dans la rue, dans la ville. C'était donc le problème que nous avons résolu, que Adamov surtout, je dois dire, a résolu par sa détermination, comme il le dit. En revenant dans le train, je pleurais tellement qu'il m'a promis qu'on le ferait sortir. À partir de ce moment-là, il a fait tout ce qu'il fallait pour ça. C'était fou, c'était complètement fou. Il est allé trouver tous les gens célèbres qu'il pouvait y avoir à l'époque à Paris. Et vous savez s'il y en avait, les grands écrivains, les peintres, pour commencer Jean Paulhan, qui a accepté tout de suite de présider le conseil des amis, l'association des amis d'Antonin Artaud, qui était purement formelle. Enfin, c'était pas encore une association déposée, si vous voulez, mais enfin, bref, il était notre président, et ça nous a évidemment aidés, parce qu'ensuite, on est allé voir André Gide, pour commencer.